Et c'est vrai que ça, on n'en parle pas de ça, du fait d'être... Il y a quelques mois, je me suis interrogée sur l'inceste et sur pourquoi les familles gardent ce secret. Pourquoi ces familles protègent les agresseurs plutôt que les enfants. Et j'ai rencontré plusieurs personnes pour me parler de ce sujet. Et en premier, c'est Sam, une illustratrice qui m'a confié ce que son beau-père lui a fait subir. Mais également Arnaud, qui m'a parlé du premier inceste qu'il a vécu. Je m'appelle Sam, j'ai 40 ans, je suis illustratrice et autrice. J'ai sorti une BD en janvier qui traite du thème de l'inceste. Mes parents ont divorcé, j'avais à peu près 9 ans. Et ma mère s'est remise avec quelqu'un assez rapidement. Et ils ont eu un enfant, pareil, un peu dans la foulée, j'avais 10 ans. J'ai toujours eu une relation hyper fusionnelle avec ma mère, on s'entendait vraiment super bien. Et avec ton beau-père ? Alors ça n'a jamais collé, on ne s'est jamais entendu. J'ai toujours senti une espèce de malaise, j'étais pas acceptée de toute façon. Ça a commencé à peu près quand ma mère elle est tombée enceinte. Au début c'était des gestes un peu... voilà, il rentrait dans la salle de bain quand j'étais en train de prendre ma douche, c'était des regards, j'étais un peu mal à l'aise. Mais je ne savais pas trop d'où ça venait, enfin j'étais pas très bien, en plus j'ai toujours été hyper pudique. Le jour où ça s'est vraiment produit, c'est quand ma mère est partie accoucher de mon petit frère. Je sentais qu'il y avait un truc pas normal et je me sentais hyper mal et j'étais toujours dans... J'avais envie d'être transparente et j'essayais de fuir, je réfléchissais toujours à quand est-ce que je dois prendre ma douche, quand est-ce que je dois me changer, des choses comme ça. C'était une période qui était assez compliquée pour la famille. Elle allait accoucher, ils n'avaient pas forcément de boulot, on avait des gros problèmes d'argent et j'ai pas senti l'opportunité pour lui en parler. Bonjour, je m'appelle Arnaud Gallet, j'ai 41 ans. J'ai grandi dans un climat de violence, un climat on va dire dysfonctionnel, avec beaucoup de violence physique, violence psychologique, humiliation, etc. J'avais un père extrêmement violent, au point où, je sais pas, je me faisais par exemple taper à coups de chausse-pied, avec... des choses hyper violentes que d'une certaine manière, tout le monde savait, c'était un peu de notoriété publique. Ça a donné un peu la puce à l'oreille à un prédateur sexuel qui était un grand-oncle. Ce prédateur sexuel, il a pris contact avec mon père qui à l'époque travaillait en Afrique, au Congo exactement. Il a fait en sorte d'une certaine manière d'être petit à petit invité en réalité chez mes parents et donc c'est ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'à chacun de ses voyages en France, vu qu'il est arrivé du côté de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, mes parents habitant pas trop loin, en fait en banlieue nord dans le 95, il venait systématiquement dormir chez mes parents. Mes parents le faisaient dormir dans ma chambre. Moi, c'était une époque où je faisais ce qu'on appelle de l'énurésie, donc c'est pipi au lit. En fait, j'ai fait pipi au lit tard et ça fait partie des signaux quand on a été victime de violence. Lui, en fait, il profitait de ce moment-là où je faisais pipi au lit pour me dire, bah tiens, est-ce que tu peux me rejoindre dans ma chambre, dans mon lit, pardon. Donc moi, forcément, j'étais un peu tétanisé, puis surtout, je me sentais sale. Après, c'est le pouvoir de l'adulte sur l'enfant et d'une manière tout à fait mécanique, j'allais dans son lit, quoi, et après, au début, il me présentait ça comme une découverte de mon corps, en me disant, bah voilà comment j'ai fait pipi, donc moi je me sentais hyper sale, quoi, hein. Je me rappelle très bien cette sensation-là. Petit à petit, de cette découverte de mon corps, où mine de rien, j'ai compris après, en fait, qu'il commençait, par une forme d'attouchement aussi à son niveau, c'est-à-dire que, je l'ai masturbé, etc., etc., et on en passait à quelque chose qui était plus d'une découverte, déjà de la sexualité, telle qu'il me l'amenait petit à petit, en disant que le corps, ça pouvait aussi servir à autre chose. Et donc il allait jusqu'à, ce que je disais, masturbation, et jusqu'à me sodomiser. Arnaud a vécu un deuxième inceste, par ses cousins. Il a souffert d'amnésie traumatique avant de se rappeler. C'est-à-dire que son cerveau a préféré oublier plutôt que de se rappeler ce qui s'était passé. Quand j'ai compris qu'il y avait des choses qui n'allaient pas bien, vers l'âge de 19-20 ans, j'ai été consulter un psy, etc. Et en allant consulter ce psy, en travaillant quand même 2 fois par semaine, petit à petit, il y a des éléments qui me sont revenus parce que le psy cherchait à revenir en fait à ce que je revienne sur des souvenirs d'enfance. Et là, me revient un épisode de vacances d'été dans la maison familiale en Anjou où
On s'apprêtait à faire un spectacle, une représentation théâtrale, et pendant une répétition, donc c'était avec mes 2 cousins, moi j'avais 12 ans à l'époque, il y en a un qui en avait 13 et l'autre 15, et l'aîné à un moment donné m'a dit, moi je jouais le rôle d'une femme, voilà, et l'aîné m'a dit à un moment donné, bah tiens, si t'étais une femme, je vais te montrer ce que je te ferais. Et là, il m'a sauté dessus, le cadet m'a pris les poignets, et pendant que l'aîné me mettait en fait son sexe dans la bouche. Quelque chose qui a été présenté à mes 2 cousins par la suite, qu'ils n'ont pas nié, ils ont minimisé comme beaucoup d'agresseurs, en disant que c'était un jeu, bien évidemment, comme si mettre un sexe dans la bouche, ça pouvait être un jeu. Et ce qui a été terrifiant, c'est que c'est la version en fait qui l'a emporté dans la famille. Je m'appelle Marie Devallois-Moquet, je suis psychologue clinicienne, psychothérapeute, spécialisée dans la prise en charge du psychotraumatisme et un petit peu plus spécifiquement de l'accompagnement des victimes de violences sexuelles et des victimes d'inceste. Moi, ma définition, ce serait toute interaction sexuelle, donc que ce soit juste une agression sexuelle, du coup du toucher sexuel, ou un viol, donc un acte de pénétration, entre un enfant et un adulte de la même famille. Sachant que, à mon sens, c'est de l'inceste, même s'il n'y a pas de sang en commun. Donc le beau-père, le mari de la tante, voilà, ça reste de l'inceste parce que c'est des personnes qui sont incluses dans le système familial. Ariane Séguillon a souffert de boulimie. Dans son livre La Grosse, elle nous raconte son histoire, mais elle raconte également que son oncle a abusé de son frère. J'ai 2 petits frères, de mon père et de ma mère, et j'ai une demi-sœur et un de mes frères du côté de mon père et de ma belle-mère. Mon frère Benjamin et moi, on était très très proches. Mon petit frère a été victime d'inceste pendant 5 ans par un des oncles par un des frères de mon père, donc un de mes oncles. Il était chez mon père puisque mes parents étaient divorcés. C'était pas chez ma mère et il le faisait, discrètement, dès que mes parents avaient le dos tourné, la nuit. On a parlé quand ce fameux oncle a failli emmener un de mes petits cousins en vacances. Et là, il a parlé. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il allait lui arriver la même chose. Moi, je dirais même que mon frère il a été violé, mais il a été même, c'était torturé. Parce que quand il m'a raconté pendant 1h30 d'une traite ce qu'il avait vécu, j'ai vomi physiquement. C'était insupportable. Il est allé très très loin dans la défonce parce qu'il avait besoin de ça pour survivre. Et voilà, il avait toujours dit qu'il mourrait jeune et c'est ce qui s'est passé. Donc, et pourtant il aimait la vie, mais il était bousillé, quoi. Il a été bousillé. Après l'accouchement de la mère de Sam, les agressions ont continué, jusqu'au jour où Sam a décidé d'en parler à sa mère. Ma mère est partie accoucher, c'est là où il y a eu où il s'est passé le plus de choses. Et après, pendant plusieurs mois, il est venu me voir quand je dormais, il venait la nuit, des choses comme ça. Et un jour, j'étais malade et j'étais avec ma mère et puis je ne sais plus trop ce qu'elle dit. Et elle me parle de mon beau-père et j'ai une réaction un peu épidermique et elle me demande pourquoi je le déteste tant. Et elle me pose plein de questions et elle me dit mais qu'est-ce qui t'a fait? Est-ce qu'il t'a frappé? Et à un moment, elle me pose plein de questions. Elle me dit est-ce qu'il t'a violé? Et je lui dis ben non, mais presque. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas qu'imposer une fellation, c'était un viol. Et là, elle se bloque et du coup, on en discute un peu. Mais la conversation se termine sur en gros, je vais t'amener voir une psy. Mais de toute façon, moi c'est le père de mon enfant, donc voilà, il va pas se passer grand chose, je vais pas le quitter, toi un jour tu vas partir, moi il faut que je sois heureuse. Et je pense qu'elle a dû quand même lui en parler, parce qu'après les agissements ont arrêté. Entre-temps, les agissements étaient partis, il n'y en avait plus, et alors ça ne veut pas dire que la peur n'était pas là, parce qu'en fait toutes les nuits, moi je guettais le moindre bruit, je dormais hyper mal, donc j'étais hyper mal, mais j'aimais tellement ma mère en fait que elle m'avait dit de patienter et de tenir, c'est ce que j'ai fait, quoi. Je suis allée voir un psy qui m'a absolument pas aidée. Voire même le contraire. Déjà, j'ai mis plusieurs séances à pouvoir lui en parler, où on parlait de rien, et moi, ça me saoulait d'aller. Donc, au bout d'un moment, je me dis bon, c'est pour ça que tu vas le voir, parle-lui.
Je lui ai parlé de ce qui s'était passé et sa réaction a simplement été de me dire est-ce que tu l'as pas cherché inconsciemment ? Je suis Catherine Perel-Mutter, avocate au barreau de Paris depuis 1985. Je suis spécialisée en droit de la famille, des personnes et du patrimoine. Et je suis vice-présidente de l'association Avocats Femmes et Violences. L'inceste se produit dans une famille un peu ce qu'on appelle toxique, c'est-à-dire que parfois la femme est un peu sous emprise de son conjoint, ou alors parfois même elle est complice. Il arrive que des mères puissent être poursuivies pour non-assistance à personne en danger ou voire complicité. Chaque personne qui était au courant, chaque personne qui s'est doutée de ça et qui n'a rien fait, pour moi c'est quelqu'un qui est coupable aussi, quoi. Avant que ma famille réagisse à un moment donné et comprenne que c'était bien un viol, il y a eu 2 ans par exemple, j'en parlerai toute ma vie, j'étais complètement exclu de certains moments, type, je sais pas, des fêtes de Noël, etc., etc. Je pense pas que ma mère l'ait remarqué, je pense pas du tout, je pense pas qu'au niveau de mon comportement, alors même qu'à l'école ça allait pas du tout, je faisais du grand n'importe quoi, on va dire que je sautais partout, j'étais pas agressif avec les autres, mais on va dire que j'avais un comportement un peu, enfin je montrais que ça va pas, etc., et personne n'agissait. Et la première réaction quand j'ai annoncé ce qui m'était arrivé avec le grand-oncle qui était mort quand même à l'époque, il fallait vérifier un peu mes dires, ils ont su que d'autres personnes de la famille avaient été également victime du même grand-oncle. Puis quand j'ai annoncé donc dans un premier temps à ma mère ce qui m'était arrivé avec mes cousins, le viol de mes cousins, sa première réaction ça a été de dire surtout n'en parle pas à ton père. Elle a mis 1 an à lui en parler. C'est surtout pour pas briser la quiétude familiale, parce qu'une certaine manière cette annonce-là elle est complètement bouleversé l'échiquier de la famille. Je pense que cet homme a continué à violer les petits-enfants, parce qu'on parlait toujours des petits voisins. Et il y a une omerta sur ma famille qui a été faite, voilà, où personne n'a parlé. Il y avait la carrière de mon oncle, Pierre-Luc, il y avait mon père qui était loin, ma mère à qui on a demandé de ne pas parler, qui me l'a avoué il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire que là, on pourrait effectivement les poursuivre pour non-assistance à personne en danger. Je pense que de plus en plus, il va y avoir ce type de poursuite. En France, la prescription, donc le risque d'être poursuivi pour non-dénonciation, en fait, le délai est de 4 ans. Après les faits. Une des caractéristiques de l'inceste, c'est qu'il y a une dimension extrêmement transgénérationnelle dans l'inceste. Je n'ai jamais rencontré une victime d'inceste qui était victime d'inceste à la première génération. En creusant, on remarque qu'il y a toujours eu, dans les générations du dessus, des violences sexuelles, des passages à l'acte incestueux. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que c'est souvent dans les 2 branches, et pas forcément que dans la branche de l'agresseur. Par exemple, si c'est l'oncle paternel de l'agresseur, on peut se rendre compte assez souvent que, en fait, dans la branche de la mère de la victime, il va y avoir aussi de l'inceste. Dans les familles à transactions incestueuses, tout le monde est interchangeable. Vous voyez, il n'y a plus d'adultes, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de père, il n'y a plus de mère, et voilà, tout le monde est interchangeable et on peut mettre tout le monde à la place de quelqu'un d'autre. Pourquoi la mère dénonce pas ? Parce que peut-être qu'elle-même a été victime, parce que peut-être que sa sœur a été victime, parce que peut-être que sa cousine a été victime, et qu'il y a une injonction au silence qui filtre depuis des générations déjà, et qui a déjà fait en sorte de museler tout le monde dans la famille. Même si Sam, Arnaud et le frère d'Ariane n'ont pas totalement vécu la même chose, un point se ressemble. Ils ont été soumis au silence. C'est la loi du silence que subissent toutes les victimes d'inceste. Il y a des gens dans ma famille qui ont réagi très mal, qui ont dit les choses privées doivent rester privées. Je dis ah bon ? Bah non, justement, il aurait fallu que ce ne soit pas privé, il aurait fallu porter plainte, etc. Donc j'ai quand même une tante qui m'a dit une vie privée, ça ne se partage pas, on garde sa vie privée et on la garde pour soi et on se tait. Bah non, en fait, je me tairai pas. Il fallait absolument que ce soit la loi du silence qui prime et que même si j'avais pu parler, d'une certaine manière, il fallait rapidement mettre le couvercle en fait, sur ce que j'avais pu dire. Je suis allée voir une thérapeute et je pensais que c'était pour d'autres problèmes, que j'arrivais vraiment pas à avancer dans ma vie. Et à la fin des 1 heure, des 1 heure où on a eu le premier rendez-vous, je lui ai dit et au fait, il s'est passé ça dans mon enfance. Alors je sais que c'est pas important parce que j'avais toujours eu, tout le monde avait toujours minimisé, donc je lui ai dit je sais que c'est pas important, mais bon, il s'est passé ça, je vous en parle. Et là, à sa tête,
j'ai vu que c'était important, quoi. Et c'est là où j'ai pris toute l'ampleur de ce qui m'était arrivé dans ses yeux à ce moment-là. Et on a pu travailler ensemble là-dessus et à un moment donné, s'est posé la question de, en fait, pour porter plainte, c'était l'année de mes 27 ans, j'avais jusqu'à 28 ans. J'avais 8 mois pour décider de est-ce que je porte plainte ou pas. Et à peu près en fin d'année, donc genre 2-3 mois avant mon anniversaire, j'ai décidé de porter plainte. Et là, ma mère qui m'avait toujours dit, si un jour tu portes plainte, je te soutiendrai. Du jour où j'ai porté plainte, elle a plus du tout donné de nouvelles et elle m'a dit, écoute, tu mens. Et ça a été fin de l'histoire avec ma mère. On nous a tellement matraqué le fait que l'inceste est interdit que d'une certaine manière, presque le fait de le révéler est interdit. En fait, on mélange complètement les choses. Or, on parle de 165 000 enfants chaque année victimes de violences sexuelles. On dit que dans plus de 80% des cas, en fait, ça se passe au sein même de la famille. Il y a plus de 6 millions de personnes qui avaient été victimes d'inceste. Ça fait 2 à 3 enfants par classe. Et pour autant, est-ce qu'on en parle plus aujourd'hui ? C'est un sujet dont les gens ne veulent pas parler, dont les gens n'ont pas envie d'entendre parler parce que ça horrifie, en fait. Et qu'il y a quelque chose dans l'inceste qui est complètement impensable. Et d'ailleurs, moi, je le vois bien dans les dîners, quand je dis que je suis psychologue, ça intéresse beaucoup les gens. Ils me posent des questions, puis dès que je commence à parler un petit peu de violences sexuelles et d'inceste, très vite, on change le sujet, parce qu'on n'a pas envie de parler de ça trop longtemps. Mais une fois que les victimes brisent cette loi du silence, comment la justice se place face à l'inceste ? Le 18 décembre 1997, j'ai écrit un article dans Libération sur l'inceste, en évoquant l'absence du mot inceste dans le code pénal et proposé également un rallongement de la prescription, puisqu'à cette époque-là, on en était pour un viol par personne ayant autorité ou ascendant, puisqu'à l'époque le mot inceste n'était pas dans le code pénal, on en était à 10 ans après la majorité. Et après il y a eu des lois successives qui n'ont cessé en fait de rallonger la prescription, puisqu'aujourd'hui pour un viol incestueux nous en sommes à une prescription de 30 ans après la majorité. Le procès a eu lieu en 2012 en première instance, où il a été reconnu coupable avec 6 mois d'emprisonnement et payé mes frais d'avocat. Mais en fait, les faits étaient prescrits, donc ils ont été en appel. Et donc, c'est tellement une torture de porter plainte et d'aller expliquer son histoire devant des inconnus. C'est extrêmement compliqué, c'est la période la plus dure de ma vie vraiment. Et repartir pour 1 an où je devais me repréparer, faire une autre audience et tout, ça a été vraiment l'horreur. Et en appel, du coup, ils ont dit que c'était prescrit. Et les faits étaient prescrits, je crois, 2 ans après les faits. Donc en 95, c'était déjà plié, quoi. C'est un parcours du combattant. Parce que c'est long, parce qu'il y a beaucoup d'auditions, elles doivent répéter ce qu'elles ont subi, même si parfois l'audition est filmée, il y a quand même souvent, on a besoin de plusieurs auditions parce que parfois la victime se souvient de détails qu'elle n'avait pas dit la première fois. Et surtout, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence, qui est un principe très important, mais qui est très difficile à rapporter, puisque souvent les faits d'inceste sont des faits qui se commettent dans l'intimité, et donc on n'a jamais, bien sûr, de témoignages directs, mais on peut avoir des témoignages indirects de la victime qui s'est confiée à des amis ou à des membres de la famille. On peut avoir, maintenant la justice le prend de plus en plus en compte, tout un parcours médical avec des certificats médicaux attestant de dépression, d'anorexie. On n'écoute pas assez les victimes, on minimise et souvent c'est en faveur de l'accusé, quoi. C'est 70% des viols sur enfants, enfin des plaintes pour viol sur enfants sont classées sans suite. Seul 1% aboutissent aux assises, donc sont considérés comme des crimes. Le reste est correctionnalisé, donc on les considère comme un délit, c'est-à-dire qu'un viol égale un vol, quoi, pour le dire de cette manière-là. La peine pour une agression sexuelle ordinaire
est de 5 ans, et pour une agression sexuelle incestueuse, elle est de 10 ans. Alors quand on dit 10 ans, c'est-à-dire que c'est un maximum qui est prévu par la loi. On protège le personnel médical plutôt que de protéger les enfants, en fait. Alors que on a quand même, nous les psychologues, on n'a pas d'ordre, mais les médecins, ils ont quand même un ordre. Et récemment encore, on a vu une médecin qui a été poursuivie parce qu'elle avait dénoncé, quoi, et parce qu'elle avait fait un signalement. La loi nous dit que on doit signaler, mais on n'est pas poursuivi si on signale pas. En fait, la France est défaillante. Là où on se dit en fait qu'on est le pays des droits de l'homme, alors on est peut-être le pays des droits de l'homme, mais a priori, regarde ce qu'on peut comprendre, on n'est ni le pays des droits des femmes, ni le pays des droits des enfants. Donc régulièrement, il faut remettre un pavé dans la mare pour que les gens se rendent compte et arrêtent de systématiquement fermer les yeux. Après 1 mois, 2 mois d'indignation, on ferme le dossier et ça n'existe plus, quoi. Il faut continuellement marteler, comme le fait Andrea Bescon avec son travail notamment. Il faut aller taper à la porte des politiques, il faut aller taper à la porte des juges en disant « Putain, mais bossez là-dessus, quoi ». Il y a quand même le 119 qui existe, qui est donc un numéro d'appel enfants en danger, qui me semble tout à fait essentiel de rappeler, qui sont là aussi à un moment donné pour aiguiller, pour donner des conseils. Donc, dans le doute, pas de doute. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.